La photographie commence à nous instruire sur Saint-Hilaire depuis 1850 et nous révèle autant de choses que les sources manuscrites relatives à notre passé. Nous avons exploré pour vous les greniers des anciens et glané ce qu'il y a de plus évocateur dans les albums de famille. Dans ce monde attachant, nous découvrirons ensemble le passé de ceux qui ont fait Saint-Hilaire. Raconter Saint-Hilaire, c'est surtout raconter sa montagne. Elle prend beaucoup de place dans la pensée de ses habitants. Elle s'est fait photographier comme une vedette et en cabotine, elle montre toujours son meilleur profil. La science nous apprend que cette montagne est d'origine éruptive, mais sans pour cela être un volcan. Elle est née il y a des millions d'années d'une poussée de magma volcanique à un endroit affaibli de la croûte terrestre. 8 monts isolés, plus ou moins alignés, ont ainsi surgi dans la plaine pour donner naissance aux Montérégiennes. Puis, la mer Champlain a envahi ce territoire, laissant ces montagnes détachées l'une de l'autre, comme un gué pour le pas d'un géant. Et la mer se retira lentement, abandonnant derrière elle des sols graveleux, propices à la culture de la pomme. Le fort Chambly fut le premier établissement français dans cette partie du Richelieu. Une garnison y protégeait le reste du pays contre les incursions des Iroquois. Le nom de Chambly couvrait la vaste région englobant la rivière en bordure du fort et la montagne voisine. Cette montagne changea plusieurs fois de nom. On l'a appelée montagne de Chambly, montagne de Rouville, Mont Belleuil et finalement Mont Saint-Hilaire. Comme les autres montérégiennes, le mont Saint-Hilaire est agrémenté d'un lac emprisonné entre ses sommets à 160 mètres d'altitude. Le lac Hertel ne porte ce nom que depuis la fin du siècle dernier. Et il a déjà foisonné de poissons légendaires. Un des sommets de la montagne est couronné d'un promontoire nommé Pain de Sucre, à 400 mètres d'altitude. L'influence de la montagne sur les gens est telle qu'elle incite les visiteurs et les résidents à créer, à peindre, à sculpter et à communier avec la nature. Plusieurs ateliers et de nombreux artistes se sont établis sur ce site privilégié. La montagne est source de légendes qui ont nourri l'imagination des anciens. Par exemple, la présence du cheval blanc détermine la date des semailles. Tant que sa masse de glace n'est pas entièrement fondue sur la face nord de la montagne, il est risqué de semer. La grotte des Fées a été l'objet de nombreuses excursions afin de découvrir quel personnage la hantait. L'ermite solitaire ou les fées d'autrefois étaient des sujets qui alimentaient couramment les contes et légendes d'ici pour endormir les enfants. En 1841, à l'issue d'une campagne de tempérance, on érigea sur le Pain de Sucre une chapelle surmontée d'une croix de 100 pieds de hauteur. Les pèlerins pouvaient pénétrer à l'intérieur de la croix. Elle avait des dimensions de 4 pieds par 6 pieds et 5 paliers percés de fenêtres, le tout dominant le Bas-Canada. Cette croix est renversée par un vent violent 5 ans plus tard. La chapelle subsiste jusqu'en 1877, alors qu'elle est mystérieusement détruite par les flammes. Le régime seigneurial nous est rappelé avec d'autant plus de nostalgie que nous avons connu, jusqu'en 1954, le paiement des censes et rentes que la province percevait au nom du Seigneur. Jean-Baptiste Hertel de Rouville, le plus illustre des fils de François Hertel,
seigneur de Chambly, convoite le territoire voisin de celui de son père à cause de la présence de la montagne qui le séduit. Le roi répond à son attente et en 1694 lui concède le territoire en question qui devient la seigneurie de Rouville. Une dynastie de Hertel se succède à Rouville durant 150 ans. En 1844, c'est la famille Campbell qui prend la succession de la seigneurie. Cette famille vivra à Saint-Hilaire pendant 125 ans. René Hertel de Rouville, 5e seigneur du nom, est le premier à habiter la seigneurie un peu avant 1819. La paroisse de Saint-Hilaire est déjà fondée depuis 25 ans. Il construit son manoir à même une maison en bois déjà existante qu'il fait allonger et recouvrir de briques pour lui donner une allure néoclassique à la mode. René Hertel règne jusqu'en 1844 et vend sa seigneurie aux Campbell. Le nouvel acquéreur, le major Thomas Edmund Campbell, donne alors à ce manoir des proportions plus considérables et un style différent, ressemblant fort au style Tudor de sa maison ancestrale en Écosse. La fortune du major Campbell lui permet de faire construire plusieurs dépendances. Il fait démolir de vieilles maisons en briques pour obtenir le matériau nécessaire à l'uniformité de l'ensemble. Ceci explique les différentes sortes de briques utilisées pour l'érection du manoir. Les écuries prennent une importance considérable à une époque où l'équitation joue un rôle majeur dans les loisirs de la classe bourgeoise. Nous voyons que ces écuries, à elles seules, auraient pu faire une résidence remarquable pour l'époque. L'ensemble est maintenant classé monument historique depuis 1977. Le major donne un essor remarquable aux industries et aux diverses activités économiques de son territoire, et il s'attire rapidement les sympathies de ses censitaires. À sa mort, son fils aîné Charles lui succède. Il se désintéresse vite de cette vie sédentaire et, en 1884, vend à ses 5 frères, en cogestion, tous ses intérêts dans la seigneurie. Cette dernière est alors peu à peu morcelée. La montagne, le parc Otterburn et plusieurs domaines sont vendus séparément. Le manoir et la ferme, ce centre névralgique de la seigneurie, sont acquis par l'épouse de Colin, l'un des co-seigneurs. Elle est la fille de Sir Hugh Allen, richissime financier de Montréal. Elle a été élevée dans Ravenscrag, cette somptueuse résidence de 70 pièces sur l'avenue des Pins à Montréal. Madame règne en châtelaine pendant 63 ans et meurt en 1955, âgée de 89 ans. Le moulin banal était construit en bois comme le premier manoir de Rouville. Il est reconstruit en pierre en 1848 par le major Campbell. Plusieurs autres moulins, groupés le long de la décharge du lac, animent ce coin de Saint-Hilaire d'une vie si trépidante qu'il se forme bientôt, à la montagne, un second village plus achalandé que celui du bord de l'eau. On vient de très loin pour faire transformer en produits de consommation les produits de la terre, le grain, le lin, la laine ou le bois. La paroisse de Saint-Hilaire est fondée en 1795. L'église paroissiale actuelle, de dimension modeste, tient une place de choix dans le cœur des villageois. Elle est classée monument historique depuis 1965. L'architecte n'est pas connu. Cependant,
on sait que le maçon Joseph Doyon et l'entrepreneur Augustin Leblanc terminent le gros œuvre en 1837. La voûte est réalisée par Antoine Provost de Belleuil en 1842. Les différents travaux d'intérieur sont exécutés par des artisans de Saint-Hilaire. Daniel Somerville, habile menuisier du Major, y participe. Les stalles, la balustrade, le banc des marguilliers et les autels sont l'œuvre de Félix Martin et d'Isidore Autier. Toussaint Guillot est responsable du jubé. Nous ne connaissons malheureusement pas l'auteur de la magnifique chaire que certains ont attribuée à tort au sculpteur Pépin. La décoration intérieure, intégrée à l'architecture, est exécutée en 1898 par un fils de la paroisse, le peintre Osias Leduc. Les peintures de Leduc et sa décoration ornant l'église sont devenues biens culturels en 1976. Datant de 1798, le presbytère, originellement en pierre des champs, est restauré en 1890 et revêtu de pierre bossée. Le toit canadien à 2 pentes, avec lucarne, a malheureusement fait place à un toit mansardé pour satisfaire à la mode de 1890. Le couvent de Saint-Hilaire a fêté son centenaire en 1955. L'épouse du major Campbell, Henriette Juchereau-Duchesnay, canadienne-française et fervente catholique, admet difficilement que garçons et filles soient éduqués ensemble à l'école modèle que son époux fait bâtir en 1850. Elle décide, en 1855, de construire à ses frais, face à l'école modèle, un couvent de pierre destiné à l'éducation des jeunes filles de Saint-Hilaire. Avec le temps, ce couvent subit plusieurs modifications, mais il sert toujours à l'éducation des jeunes filles. L'école modèle est plus tard transformée en 2 maisons unifamiliales après avoir été déménagée au bout de la rue Saint-Hippolyte. La première école du Sacré-Cœur, qui remplace cette école modèle, est faite de bois. Elle est incendiée en 1927 et remplacée par l'école en briques que nous connaissons aujourd'hui. Des pommiers existaient ici, à l'état sauvage, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. La qualité particulière du sol de Saint-Hilaire a grandement contribué à faire sa réputation comme pays des pommes. Cette vocation particulière a permis à plusieurs générations d'Hilaire-Montais de vivre dans une saine prospérité, à tel point que l'on a fait de la pomme un des symboles héraldiques de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Les érablières ont également joué un rôle important dans notre industrie au siècle dernier. Durant la période des sucres, au printemps, Saint-Hilaire devient un centre acéricole où une 50aine de sucriers se partagent les érables de la montagne. Ils doivent cependant payer une redevance en sucre du pays au seigneur du lieu. En 1851, sur un plateau non loin du lac, le major Campbell érige une hôtellerie appelée Iroquois House. Cet hôtel est la proie des flammes en 1861. Bruce Campbell, fils du major, reconstruit l'hôtel avec des proportions plus considérables en 1876. Elle peut alors loger 125 personnes. Dans un décor magnifique, elle offre aux visiteurs les agréments du lac avec ses chaloupes et de nombreux sports de plein air. Une publicité bien orchestrée invite la classe bourgeoise
à venir y faire une cure de santé susceptible de guérir bien des maux. Un personnel nombreux est à la disposition de cette clientèle de choix. Le feu a encore raison de cet immense édifice en 1895. L'hôtellerie, en tant qu'industrie, a joué un rôle important dans la paroisse. Les débits de boissons, à prendre sur place, ne manquaient pas dans Saint-Hilaire. En plus de l'Iroquois House à la montagne, il y a l'hôtel Derry pour les usagers des moulins, l'hôtel des voyageurs ou hôtel commercial à la station et le château Champlain au village. La tradition rapporte qu'une distillerie opérait légalement au rang des étangs, non loin du ruisseau à l'ivrogne. Une brasserie prospérait au village, mais la bière et le whisky n'ont jamais délogé le cidre qui, depuis le début de la pomiculture en 1800, a été fabriqué par presque tous les propriétaires de vergers. Le village de la montagne comportait une multitude d'autres industries, dont une forge, une manufacture de haches, une de moyeux et plusieurs tanneries. Les moulins, au nombre de 7, sont activés par l'eau de la décharge du lac, distribuée par un dallot commun. Le moulin banal de la seigneurie est le plus important, car la mouture du blé est une industrie vitale à cette époque. Quant aux autres moulins, leur usage est diversifié. Moulin à carde, à broyer le lin, à fouler les étoffes, moulin à scie, moulin à faire de l'empois. Le soir, les hommes vont veiller au magasin général, magasin à rayons du peuple rural du siècle dernier. On y vend de tout, mais les nouvelles et les commérages sont colportés gratuitement. On peut se procurer là l'essentiel pour la nourriture, pour la maison ou pour les champs. Tout le monde met la main à la pâte au village, surtout le boulanger qui apporte sa contribution à la société avec les moyens de son temps. La voiture à traction animale au rythme apaisant n'a pas besoin de route comme en exigent les bolides d'aujourd'hui. Les modestes chemins de gravier, avec trottoirs en bois, suffisent aux communications. Mais la venue de la première automobile amènera avec le progrès la disparition de ces vieilles routes sous un revêtement d'asphalte. Depuis la venue de Champlain en 1609, en amont du Richelieu, la navigation a fait des pas de géant. En 1830, avec la navigation à vapeur, commence une ère de prospérité sur le Richelieu. Le transport des voyageurs et des marchandises s'en trouve accéléré. On organise des croisières où la gaieté et le confort sont à l'honneur. Plusieurs bateaux de plaisance y prennent la vedette. Le Richelieu, le Ferdinand, le Varennes, le Terrebonne et le Chambly. Les traversiers font le lien entre Belleuil et Saint-Hilaire jusqu'en 1940. Des documents nous assurent qu'il y avait déjà 3 traversiers en 1822. Cette ancienne photo montre un usager qui doit mettre la main à la rame avec le passeur. Le cheval de fer, ou chemin à lisse, vient menacer la suprématie du transport par eau en 1848 et le relaie au second rang, en dépit de son coût plus modique. Une transformation sans précédent s'opère alors dans l'économie de la région. Toutefois, la vitesse comporte des risques. En 1864, sur le pont du chemin de fer reliant Belleuil à Saint-Hilaire, survient la plus grande catastrophe ferroviaire en Amérique. Un train de 500 immigrants allemands s'engouffre dans le Richelieu à 40 000 à l'heure
alors que le pont ouvert laisse passer des barges. Résultat, 97 morts inhumés au Mount Royal Cemetery, dans un terrain appartenant au Canadien national. En 1885, la technologie nous apporte l'invention du téléphone par Graham Bell. Le docteur Ernest Choquette prend l'initiative d'en fabriquer un pour communiquer avec sa famille à Belleuil durant les débâcles du printemps. Une vingtaine de personnes s'abonnent à son réseau. Après la prise en charge de l'installation par la compagnie Bell, on confie la centrale téléphonique aux sœurs Martin, maîtresse de poste au bureau central de la station de Saint-Hilaire. Mademoiselle Basilis Martin remplit dignement ses fonctions. La ville d'Otterburn Park est d'origine relativement récente. Elle faisait partie de la paroisse de Saint-Hilaire avant 1960. Elle s'est développée autour d'un centre d'amusement appelé Otterburn Park, créé en 1885 par Bruce Campbell. Après l'incendie d'Iroquois House en 1895, M. Campbell encourage, pendant quelque temps encore, la récréation et les pique-niques au lac Hertel. Puis il tente d'attirer les citadins en plus grand nombre par une formule plus populaire. Un centre récréatif près du chemin de fer et de la rivière, comprenant un rond de course, un restaurant, un kiosque à musique et des chaloupes. Cet aménagement permet aux employés de grandes entreprises montréalaises d'avoir des agapes mémorables à prix raisonnable. Ces vacanciers d'un jour s'amènent par train le matin pour s'ébattre à la campagne et repartent le soir même. En 1921, le Canadien national, Compagnie de la Couronne, achète le chemin de fer du Grand Trunk. Leurs employés anglophones de Pointe-Saint-Charles, favorisés par un transport gratuit, commencent à se construire des chalets d'été à la descente du train. C'est la naissance d'Otterburn Park, avec la montagne comme toile de fond. En 1928, on célèbre déjà la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Hilaire. Les manifestations patriotiques, artistiques ou sportives ont toujours la faveur du public. Depuis les années 1880, notre région connaît des événements nautiques mémorables. En 1884, le club nautique existe déjà, alors que les régates ne sont pas encore motorisées. Les rameurs des deux rives sont annuellement mis à l'épreuve. Le trophée du meilleur rameur est attribué à Victor Brion de Belleuil pendant 3 années consécutives. Le colonel Bruce Campbell de Saint-Hilaire est aussi l'un des héros de ce sport très populaire à l'époque. La série des régates de 1921 à 1926 présente des épreuves plus variées et connaît d'éclatants succès. Nous devons beaucoup à la photographie pour l'évocation de notre patrimoine. Et puisqu'une photo vaut 1000 mots, elle nous apporte un message plus complet que la tradition orale. Les photographes ambulants et locaux ont su nous transmettre des souvenirs inestimables sur notre patrimoine bâti, nos monuments et les événements importants de notre petite histoire. Cela est particulièrement vrai pour le cas d'édifices et de personnages disparus. Parmi les personnages disparus, les membres de la fanfare de Saint-Hilaire apportent un complément à la culture locale et donnent, en cette année 1881, à certains membres de la communauté la possibilité d'exprimer leur talent musical. Les souvenirs photographiques s'entassent souvent pêle-mêle dans de nombreux greniers de notre région, à la merci du feu ou de personnes que rien n'attache au passé. C'est pourtant grâce à ce genre de documents que nous avons fixé pour l'avenir ces quelques instants du passé. Nous faisons appel à tous ceux qui possèdent d'anciennes photos ou de vieux albums de famille.
Nous les prions de communiquer avec notre société d'histoire afin que nous puissions en faire profiter les générations à venir.